Le soir descend sur le lac immobile, et dans l'air flotte encore un parfum de mystère. Un hôtel élégant, des regards qui se croisent, des secrets qu'on cache derrière les sourires, et quelque part, la vérité, patiente, prête à surgir. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Installe-toi confortablement, respire le calme du crépuscule. Prêt que Dieu. Entrons dans l'histoire. Le train avait longé le lac, dans un silence presque religieux, avant de s'arrêter à Montreux. Quand Poirot et moi pénétrâmes dans le grand hôtel du lac Léman, je fus frappé par la perfection de l'endroit. Un de ces havres suisses, où la richesse et la discrétion s'accordent dans une harmonie exquise. Tout respirait le calme et la civilisation polissée. Les uniformes impeccables des portiers, les voix basses du personnel, le murmure feutré des conversations autour du grand hall de marbre. Poirot, satisfait, s'installa dans un fauteuil profond et examina les hôtes avec cette attention bienveillante et perçante qui lui était propre. Le monde, mon ami, se retrouve toujours dans les hôtels, murmura-t-il. Il avait raison. L'aristocratie anglaise, quelques diplomates autrichiens, 2 vieilles dames françaises et une actrice italienne composaient un tableau pittoresque de la société européenne. Mais, à une table isolée, un éclat discret attira soudain son regard. Une jeune femme d'une beauté singulière, que l'on observait plus qu'on ne saluait. Elle portait un simple châle clair sur une robe d'été d'une élégance sobre. Sa peau avait la teinte douce du cuivre poli, et son regard, baissé sur un livre, semblait chargé d'une mélancolie qu'aucun bijou ne pouvait effacer. « Miss Anaya Chatterjee », chuchota un serveur à proximité, l'héritière indienne dont tout l'hôtel parlait. Je sentis chez Poirot une curiosité immédiate, mais empreinte de respect. Une âme délicate, Hastings, mais entourée d'yeux qui ne comprennent pas. Autour d'elle, les conversations ralentissaient, puis reprenaient avec des sourires polis, des gestes un peu forcés. Il y avait dans cette admiration distante une nuance de condescendance que je perçus à mon tour. Elle, pourtant, demeurait calme, presque trop calme. Cette maîtrise d'elle-même, cette réserve digne me frappèrent. On devinait qu'elle savait ce que l'on disait d'elle et qu'elle préférait le silence à la défense. Dans les salons du rez-de-chaussée, les langues se déliaient dès qu'elle avait quitté la pièce. On commentait sa fortune immense, héritée d'un empire du thé à Bombay, et son prétendu fiancé, un colonel anglais. Certains disaient qu'elle épousait la tradition, d'autres qu'elle cherchait la respectabilité européenne. Madame de Rouvre, une femme au port altillé, laissait tomber des remarques d'un ton léger. Une beauté exotique, certes, mais le climat de nos Alpes ne sied pas à toutes les fleurs. Je m'irritais de tant d'hypocrisie. Poirot, lui, écoutait en silence, les mains jointes sur sa canne, l'air d'un homme qui cueille des indices dans les mots les plus anodins. Toujours, Hastings, le préjugé se cache derrière la politesse, et c'est là que naissent les tragédies. Je frémis sans trop savoir pourquoi, peut-être à cause de ce léger frisson que je perçus chez la jeune femme lorsqu'elle passa de nouveau près de nous, tête haute, mais regard lointain. Ce soir-là, le directeur de l'hôtel, charmé d'avoir parmi ses hôtes un détective célèbre, insista pour que Poirot et moi rejoignions sa table. Le colonel Fairfax, fiancé déclaré de Miss Chatterjee, y siégeait, en uniforme impeccable, flanqué de Madame de Rouvres et du docteur Keller, un Suisse à l'élocution précise. La conversation, d'abord mondaine, glissa sur le thème des mariages entre cultures différentes. Un sourire flotta, une remarque mal tournée s'échappa, et soudain,
Une coupe de champagne se renversa sur la robe blanche d'Anaya. L'incident aurait pu passer pour un simple accident, mais je vis, dans les yeux de la jeune femme, une humiliation profonde. Le colonel se confondit en excuses, Madame de Rouvres affecta l'indignation, et Poirot, sans un mot, observait le visage de chacun avec une attention tranquille. Je compris alors que ce dîner avait révélé davantage qu'il n'en paraissait. Les sourires cachaient des blessures, et la bienséance une gêne insidieuse. En quittant la salle, je commentais vivement l'attitude des convives. Poirot resta pensif, son chapeau légèrement incliné. « Mon cher Hastings, dit-il doucement, il existe des sourires qui sont des masques, et celui de cette jeune femme en était un. Sous sa courtoisie, j'ai perçu une peur, pas une peur de l'opinion, mais du danger. Je voulus protester. Quel danger, dans ce lieu si paisible? Il me répondit simplement. L'apparence du calme, mon ami, est souvent la meilleure cachette du drame. Et tandis que nous gravissions les marches vers nos chambres, je crus sentir flotter dans le couloir une note légère, un parfum de fleurs lointaines, du jasmin peut-être, qui semblait précéder un mystère encore endormi. La journée touchait à sa fin lorsque nous croisâmes le directeur du grand hôtel dans le vestibule. Tout sourire, il s'inclina devant Poirot avec cette déférence mêlée de fierté qu'on réserve à un hôte illustre. Il insista, avec une chaleur polie, pour que le célèbre détective belge honore de sa présence un petit dîner privé organisé dans le grand salon. Poirot protesta d'abord avec modestie, mais je vis à l'étincelle dans ses yeux qu'il n'était pas fâché d'observer de plus près ce microcosme de la haute société. « Un dîner mondain, Hastings ?» me glissa-t-il. « C'est un théâtre où la vérité se maquille. » Nous acceptâmes donc, et quelques minutes plus tard, sous les lumières des lustres, nous prîmes place parmi un cercle restreint d'invités, triés sur le volet. Derrière les sourires et les formules de courtoisie, je crus déjà sentir cette tension presque imperceptible que Poirot affectionnait tant, celle des secrets polis sous la surface. Autour de la table, tout semblait briller, l'argenterie, les diamants, les manières et même les sourires. Le colonel Fairfax, grand, séduisant et impeccablement rasé, dominait la conversation d'un ton légèrement supérieur. À sa droite, Madame de Rouvres, une mondaine française à l'élégance théâtrale, minaudait en jouant avec son éventail. Le docteur Keller, un homme de science aux lunettes fines, observait tout le monde avec une bienveillance un peu trop mesurée pour être innocente. Enfin, légèrement en retrait, le secrétaire indien, Rajesh Singh, gardait le silence, les mains croisées, le regard baissé comme pour s'effacer. À cette société policée se joignait Miss Anaya Chatterjee, d'une grâce tranquille, vêtue d'une robe d'un blanc immaculé, qui contrastait avec les regards insistants qu'elle suscitait. Poirot, assis à ma gauche, se pencha vers moi. « Voyez, mon ami, c'est un cercle fermé. Chacun y brille, mais aucun ne se réchauffe. » La conversation débuta dans la légèreté. Souvenirs de voyage, paysages d'Italie, anecdotes mondaines. Mais peu à peu, le ton se fit plus personnel, presque curieux. Madame de Rouvres évoqua les mariages qui rapprochent les continents. Le docteur Keller parla d'expériences culturelles enrichissantes. Et le colonel, un peu rouge, tenta de rire de l'aventure exotique que représentait son propre engagement. Un silence, d'abord léger, s'installa, puis un rire trop appuyé, un mot prononcé avec insouciance, et tout bascula. Anaya leva les yeux, et dans son regard passa une ombre brève mais tranchante. Poirot, lui, demeura immobile, ses doigts tapotant doucement la nappe, comme s'il avait perçu la fracture invisible d'une harmonie fausse.
je compris que le dîner venait de glisser du charme au malaise. Le vernis des convenances se fendillait, et à travers les fêlures, on devinait déjà quelque chose de plus sombre. C'est à ce moment précis que le serveur, nerveux ou distrait, renversa une coupe de champagne sur la robe immaculée d'Anaya. Le liquide doré glissa le long du tissu, éclaboussant le silence. Tout le monde parla en même temps. Le colonel s'élança pour l'aider. Madame de Rouvre se confondit en excuses mondaines, et le docteur Keller murmura qu'un peu d'eau froide suffirait. Mais la jeune femme, droite, calme, déclina toute assistance d'un geste mesuré. Son visage ne trahit rien, mais je sentis, dans la fixité de ses traits, une humiliation qu'aucun mot ne pouvait effacer. Poirot, quant à lui, ne prononça pas un mot. Il suivit des yeux la scène, notant chaque geste, chaque regard, comme un musicien reconnaissant une fausse note dans un orchestre trop bien accordé. L'incident semblait clos, mais dans le silence qui suivit, quelque chose s'était irrémédiablement déplacé. La courtoisie venait de céder la place à la gêne. Le colonel Fairfax, désireux de sauver la situation, prit la parole avec une assurance théâtrale. Il déclara que la dignité de sa fiancée méritait respect et admiration, et qu'il ne souffrirait aucune insinuation sur la nature de leur union. Sa voix vibrait d'émotion ou de démonstration. Hastings, l'observateur candide que j'étais, voulut y croire. Mais Poirot, lui, regardait sans un mot, les yeux mi-clos, comme un homme écoutant un air qu'il connaît déjà. Il y avait, dans le ton du colonel, une légère crispation, non pas celle d'un homme amoureux, mais celle d'un homme sur la défensive. Et quand son regard croisa celui de Madame de Rouvre, une lueur d'embarras traversa l'air, rapide et étouffée. Poirot se tourna alors vers moi et murmura « Remarquez, mon ami, comme la sincérité se fatigue vite lorsqu'elle est feinte. » Je n'osais répondre. Le dîner s'était transformé en un étrange duel d'apparence. Miss Chatterjee reprit enfin la parole. Sa voix, douce et posée, rétablit le calme que tous avaient perdu. Elle remercia le colonel d'un sourire impeccable, remercia même Madame de Rouvre pour sa sollicitude, et porta la conversation sur des sujets anodins. Mais sous cette maîtrise, je perçus une tension douloureuse. Son regard, que je croyais perdu dans le vide, se posa un instant sur Rajesh Singh. Ce dernier baissa aussitôt les yeux, le front perlé d'une inquiétude muette. Poirot, lui, observait la scène avec une gravité nouvelle. Un sourire parfait, Hastings, souffla-t-il, et souvent le plus triste des masques. Je compris alors que quelque chose de fragile venait de se briser, et qu'au cœur de cette société brillante, la vérité commençait à se frayer un chemin, silencieuse, mais inexorable. Le lendemain matin, je fus tiré de mon sommeil par un bruit inhabituel, ce murmure contenu que prennent les voix lorsqu'un malheur vient troubler l'ordre des choses. Dans les couloirs du grand hôtel, les pas étaient précipités, les chuchotements se heurtaient. Les femmes, pâles, s'entretenaient à voix basse derrière les portes entr'ouvertes. Un groom, livide, courait d'un étage à l'autre. Lorsque je croisai le regard du directeur, je compris que l'événement était grave. Une dame, Miss Chatterjee, retrouvée sans vie dans sa chambre, balbutia-t-il. Je restai interdit. Poirot, déjà impeccable, referma sa valise de toilette avec lenteur. « Ainsi donc, Hastings, dit-il calmement, le destin a frappé dans un lieu où tout semblait immobile. Allons, voir, n'est-ce pas ?» Dans le silence glacé du couloir, je perçus soudain le tic-tac d'une horloge, un son banal, mais qui, ce matin-là, résonnait comme un présage. Nous suivîmes le directeur jusqu'à l'aile sud, celle qui donnait sur les eaux. La porte était entr'ouverte.
La chambre baignait d'une lumière pâle. Miss Chatterjee gisait sur le lit, les bras repliés avec une étrange douceur, comme si elle s'était endormie en pensant à un souvenir heureux. La fenêtre, ouverte sur les brumes du Léman, laissait entrer un air froid et humide qui faisait frissonner les rideaux. Tout semblait paisible, trop paisible, et c'est précisément cela qui troubla Poirot. Il resta un long moment sans parler, observant le moindre pli des draps, la position des objets, la tasse encore tiède sur la table. Puis, d'une voix basse, il demanda « A-t-on touché à quelque chose ?» Le directeur protesta, effaré. « Rien, monsieur Poirot, rien du tout. » Pourtant, dans cette pièce sans désordre apparent, il régnait une absence qui, sans qu'on puisse la nommer, pesait sur l'air comme une faute. Le docteur Keller arriva peu après, vêtu d'un veston sombre, son air sévère contrastant avec sa confiance affichée. Il examina la victime avec la routine de l'habitude. « Empoisonnement, sans doute » déclara-t-il avec assurance. « Une dose excessive de somnifères, peut-être volontaire. Ces jeunes femmes sensibles, le cœur, voyez-vous, parfois ne résistent pas à la solitude. » Poirot le regarda avec une politesse parfaite, mais je sentis en lui cette irritation contenue qu'il éprouvait face au jugement hâtif. « Vous en êtes certain ?» demanda-t-il. « Autant qu'on peut l'être, » répondit le médecin, déjà prêt à partir. Lorsque la porte se referma sur lui, je m'écriai « Mais enfin, Poirot, il n'a même pas examiné les objets ?» Il sourit doucement. « Les médecins, mon ami, croient toujours que la mort parle leur langage. Moi, je préfère écouter son silence. » Et il se pencha vers le sol, l'œil soudain, attentif. Sous la coiffeuse, à demi dissimulée par un tapis, un éclat de verre attira la lumière. Poirot s'accroupit et ramassa un petit fragment translucide, puis un second. En quelques gestes précis, il reconstitua les contours d'un flacon délicat, brisé net. « Du parfum, murmurai-je. « Oui, du jasmin, confirma-t-il, fermant les yeux une seconde. Une odeur d'Orient, entêtante et tendre à la fois. Mais ici, elle dérange. Elle ne console pas, elle trouble. L'air tout entier en était imprégné, comme si la chambre respirait encore la présence d'Anaya. » Poirot se redressa lentement, son regard glissant du flacon au visage paisible de la morte. « Voyez-vous, Hastings, ce parfum n'est pas tombé par hasard. Quelqu'un a voulu briser un symbole, ou effacer une trace. » Je frissonnais. Dans cette senteur douce flottait désormais quelque chose d'irrévocable, une note presque cruelle, comme un souvenir qu'on aurait voulu faire taire. Poirot inspecta la fenêtre, toujours ouverte sur le lac. Il passa le doigt sur le loquet, observa le métal, puis se pencha sur la charnière inférieure. « Intéressant, » murmura-t-il. « Cette serrure n'est pas celle d'origine. Voyez, les vis ont été changées récemment. » Je fronçai les sourcils. Mais qui aurait fait cela? Quelqu'un qui voulait que cette fenêtre s'ouvre, sans bruit. Il examina ensuite le rebord, les marques de doigts sur le bois, le tapis à proximité. Pas d'effraction, mais une main prudente. Et après la mort, non avant, notez cela, Hastings, après. Je demeurai confus. Mais pourquoi revenir? Poirot se tourna vers moi, les yeux mi-clos. Pour que la scène paraisse paisible, trop paisible, l'assassin a de l'ordre, voyez-vous. Il a voulu donner à la mort les apparences du sommeil. Ces mots résonnèrent dans la pièce, comme une clé invisible qui venait d'ouvrir un autre verrou. Poirot resta longuement debout devant la fenêtre, le regard perdu vers les eaux du Léman. Le vent y dessinait des rides légères, comme un souffle de vie sur une surface immobile. « C'est une mise en scène, » murmura-t-il enfin. « La mort, mon ami, ne s'invite jamais sans être annoncée. »
Je demeurai silencieux, conscient que cette phrase contenait déjà tout ce qu'il allait découvrir. Le parfum du jasmin, reprit-il doucement, n'est pas celui du désespoir, c'est celui du souvenir. Quelqu'un voulait que nous y croyions, à la mélancolie, au suicide romantique. Mais je vous le dis, Hastings, l'âme qui meurt volontairement n'arrange pas les rideaux. Je le vis alors humer l'air, comme pour en saisir l'intention cachée. Ce n'est pas la tristesse que je sens ici, conclut-il, c'est la peur. Et sur ces mots, il quitta la pièce, me laissant seul face à ce parfum tenace, qui semblait flotter encore comme le dernier souffle d'un secret trop lourd pour être dit. Le salon privé du grand hôtel avait été préparé avec une discrétion exemplaire. Rideaux tirés, lumière tamisée, fauteuils disposés avec un soin presque cérémonieux. Poirot, assis au centre, paraissait moins un juge qu'un hôte bienveillant. Pourtant, sous cette apparente douceur, son regard perçait les âmes avec la précision d'un scalpel. Un à un, les convives furent introduits. Certains avaient le pas ferme, d'autres tremblaient à peine, mais tous, en entrant, semblaient rétrécir dans ce lieu, soudain trop calme. Je me tenais près de la fenêtre, observant ce ballet silencieux. Poirot, d'un geste léger, invitait chaque invité à s'asseoir. « Nous ne cherchons pas à accuser, seulement à comprendre », disait-il avec un sourire rassurant. Mais je connaissais ce ton. Sous sa courtoisie, il cachait la méthode. Les cœurs allaient se livrer malgré eux, comme des horloges démontées sous la main d'un maître horloger. Le colonel Fairfax entra le premier, la tête haute, la moustache frémissante d'une fierté outragée. Il s'installa avec raideur et lança. « Je suppose que je suis ici parce que j'étais fiancé à Miss Chatterjee. » Poirot acquiesça calmement. « Et parce que vous l'aimiez, n'est-ce pas ?» Le colonel se redressa encore davantage. « Je l'aimais sincèrement, monsieur Poirot, et j'étais prêt à défier tous les préjugés pour elle. Qu'on insinue le contraire me révolte. » Sa voix vibrait d'une indignation presque théâtrale. Poirot le laissa parler, sans l'interrompre, notant d'un œil distrait le tremblement nerveux de sa main. « Vous êtes un homme d'honneur, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Absolument, » répondit l'autre trop vite. « Et pourtant, » murmura Poirot, « l'honneur et la vanité sont parfois des frères jumeaux qui se ressemblent jusqu'au mensonge. » Un silence tomba. Le colonel évita le regard du détective, puis s'inclina légèrement avant de quitter la pièce, la dignité en lambeaux. Madame de Rouvres entra à son tour, parée d'un châle trop élégant pour un matin d'enquête. Elle s'assit avec une lenteur étudiée, le visage d'une statue qui voudrait dissimuler une fêlure. Cette jeune femme, dit-elle en soupirant, était belle, certes, mais d'une beauté si insolente, si dérangeante. Vous comprenez, monsieur Poirot, certaines beautés ne s'accordent pas avec l'harmonie du monde. Poirot inclina légèrement la tête. Vous parlez d'harmonie, madame? Ou de jalousie? Elle eut un petit rire sec. Oh, de l'esthétique seulement, purement esthétique. Mais son regard, fuyant, trahissait une blessure plus intime, celle d'une femme délaissée, éclipsée par plus jeune et plus éclatant qu'elle. Poirot, d'une voix très douce, conclut. Les jalousies esthétiques, madame, sont souvent les plus cruelles. Elles se cachent sous la culture, mais elles sentent le parfum du cœur meurtri. Elle se leva brusquement, et sa main tremblante fit teinter un bracelet d'or. Le docteur Kellers entra en consultant sa montre, comme s'il avait mieux à faire. « Je suppose que vous désirez un rapport médical » lança-t-il, sec. Poirot esquissa un sourire. « Non, docteur, seulement votre vérité. » Le médecin haussa les épaules. « Je n'ai rien à cacher. Miss Chatterjee souffrait d'insomnie.
Je lui ai prescrit quelques calmants, rien de plus. Poirot feuilleta distraitement un petit carnet posé sur la table. « Ce carnet est à vous, je crois. » Le docteur pâlit légèrement. Poirot le feuilleta, s'arrêtant sur une page. Un somnifère interdit, dangereux, surtout pour un cœur fragile. Keller protesta vivement. « Une erreur administrative, une vieille ordonnance ?» Poirot le dévisagea longuement, puis referma le carnet avec soin. « Docteur, les erreurs sont humaines, mais certaines ont une odeur persistante. » Le médecin s'inclina sèchement et sortit sans un mot. Hastings, troublé, chuchota. « Vous le croyez coupable ?» Poirot répondit simplement. « Je crois qu'il ment, mais pas sur ce que vous croyez. » Rajesh Singh s'avança avec retenue, la démarche hésitante. Ses yeux rougis trahissaient les larmes qu'il n'osait verser. « Vous étiez proche de Miss Chatterjee, » commença Poirot doucement. « Je la servais depuis 3 ans, » répondit-il d'une voix posée. « Je l'admirais pour son courage. » Poirot le laissa parler. Peu à peu, l'homme évoqua la solitude de sa maîtresse, ses doutes, ses luttes intérieures. Puis il ajouta. Il y avait des lettres pour sa famille, en Inde. Elle me les dictait parfois, mais elles ont disparu. « Et pourquoi ne les avez-vous pas postées ?» demanda Poirot. Rajesh baissa les yeux. « On me l'a interdit. Monsieur Fairfax disait que cela troublerait son repos. » Un silence lourd s'installa. Poirot prit une inspiration lente. « Et vous, mon cher, avez-vous obéi par loyauté ou par peur ?» Le jeune homme ne répondit pas. Sa main tremblait sur la canne qu'il tenait. Poirot comprit alors que le plus loyal des serviteurs portait le poids d'une honte qu'il n'avait pas méritée. Lorsque tous furent répartis, Poirot demeura seul un instant, les mains jointes, le front penché. Les voix, les intonations, les regards repassaient dans son esprit comme un jeu d'écho. Chaque mot semblait vrai, et pourtant, chaque vérité paraissait travestie. Il se leva, fit quelques pas, et dit lentement. « Il n'existe pas de mensonge parfait, Hastings. Ce sont les silences qui révèlent tout. » En confrontant mentalement leurs récits, il aperçut les failles, le ton blessé du colonel, le tremblement de Madame de Rouvre, la froideur trop soudaine du docteur et le silence douloureux de Rajesh Singh. « Une toile, » murmura-t-il, « une toile de passions humaines, tissée d'orgueil, de honte et de désir. Et au centre, une jeune femme que tous voulaient aimer à leur manière. » Son regard se perdit un instant vers la fenêtre close. Le lac, au loin, semblait écouter. Le soir tombait. Poirot resta seul dans le salon désert, pensif. Devant lui, la silhouette du colonel Fairfax lui revenait sans cesse. Il repassait ses mots, leur cadence, leurs failles. « Un homme peut aimer profondément, » murmura-t-il, et mentir encore plus habilement, car il n'aime pas toujours la femme. Il aime le reflet qu'elle lui renvoie. Il ferma les yeux un instant, laissant le silence envahir la pièce. « C'est là, Hastings, » poursuivit-il à mi-voix, « le plus dangereux des mensonges du cœur, celui qu'on se raconte à soi-même. » Il se leva, épousseta machinalement la manche de son veston, et, dans un sourire presque triste, ajouta « Et c'est ce mensonge-là, mon ami, que je vais devoir démasquer. » Puis il quitta le salon, laissant derrière lui le parfum ténu du jasmin, celui du souvenir, ou peut-être de la vérité qui commençait, enfin, à s'éveiller. Je quittai le salon des interrogatoires avec un soulagement discret. L'air y avait été trop chargé de non-dits, de regards croisés et de parfums mêlés. Je descendis vers la bibliothèque de l'hôtel, ce sanctuaire feutré où l'odeur du cuir ancien apaisait l'esprit. Les journaux du matin traînaient encore sur les tables. Les fauteuils conservaient la forme de lecteurs disparus.
Je choisis un recoin silencieux et pris au hasard un volume de poésie indienne, relié de toile brune, oublié parmi les éditions anglaises. En l'ouvrant, je fus frappé par une note manuscrite sur la page de garde. Un simple mot, Bombay, tracé d'une main fine. Je lus quelques vers, pleins de nostalgie et de résignation. L'atmosphère semblait étrangement accordée à la défunte, et dans ce calme apparent, quelque chose vibrait, comme si la pièce retenait son souffle avant une confidence. En feuilletant distraitement le livre, un feuillet plié s'échappa et tomba sur le tapis. Je me penchai. C'était une feuille d'un papier mince, jauni, à l'encre bleu pâle. Une lettre sans enveloppe, glissée entre les pages, oubliée là, par une main pressée. L'écriture était élégante, mais inégale, interrompue en plein élan. Les premières lignes révélaient une adresse intime, ma chère mère. Le texte s'interrompait brusquement, au milieu d'une phrase laissée inachevée, comme si la plume avait tremblé, ou que la peur avait arrêté le geste. Je restai un moment immobile, conscient d'avoir entre les mains quelque chose de fragile, presque sacré. Cette voix silencieuse semblait m'appeler à la prudence et au respect. Je refermai le livre avec précaution, le cœur battant, puis courus chercher Poirot. Nous lûmes ensemble la lettre sous la lumière tamisée de la bibliothèque. Elle commençait avec douceur, une fille parlant à sa mère, restée en Inde, évoquant les souvenirs du jardin familial, les fleurs du matin, le thé du soir. Puis, lentement, le ton changeait. Anaya y décrivait la solitude de sa vie européenne, les sourires froids, les regards qui la jugeaient. « Je me sens étrangère parmi ceux qui m'appellent amie », écrivait-elle. Elle parlait d'un mariage proposé avec insistance, qu'elle refusait sans pouvoir l'avouer ouvertement. Mais, au-delà de la mélancolie, transparaissait une force. « Je ne céderai pas, mère. Ce n'est pas dans le silence qu'une femme doit apprendre à aimer. » Poirot lut ces mots à voix basse, son expression empreinte d'une admiration discrète. Cette lettre, simple et digne, résonnait comme un témoignage de courage, celui d'une femme lucide dans un monde qui voulait la réduire à l'obéissance. Poirot me fit signe de poursuivre. J'obéis jusqu'à la phrase brisée, celle dont l'encre s'était arrêtée dans un trait tremblé. Je crains un homme qui fut mon serviteur, un serviteur fidèle devenu ombre. Je levai les yeux vers lui, bouleversé. Elle parlait du colonel, sans doute. Poirot secoua doucement la tête. Non, mon ami. Elle dit serviteur. Ce mot, chez elle, ne désigne pas un amant, mais un lien ancien, quelqu'un de son monde, de son passé. Je restai pensif, tandis qu'il fermait la lettre avec un soin presque religieux. Elle n'avait pas peur de l'homme qui voulait l'épouser, ajouta-t-il. Elle craignait celui qui la connaissait trop bien, celui dont la loyauté s'était changée en pouvoir. Le silence retomba. Le parfum discret du papier ancien emplissait la pièce, comme si la voix d'Anaya flottait encore entre nous, fragile et obstinée. Poirot relut la lettre à plusieurs reprises, chaque mot pesé, chaque inflexion scrutée. « Voyez, Hastings, dit-il enfin, elle n'était ni naïve ni rêveuse. Cette demoiselle voyait clair. Elle devinait la cupidité, la flatterie, la pitié déguisée en affection. » Je compris ce qu'il voulait dire. Ces phrases, pleines de retenue, portèrent le poids d'une conscience lucide. Elle savait que la tendresse qu'on lui offrait n'était qu'une monnaie de courtoisie et que son héritage attirait les âmes faibles comme les phalènes vers la lumière. Poirot fit glisser son doigt sur une ligne. « Écoutez cela. Je ne suis pas seul, mais je ne fais confiance à personne. Quelle dignité, quel pressentiment tragique !» Il se redressa, le regard brillant d'une émotion contenue. « Non, Hastings,
Ce n'est pas une victime innocente que nous pleurons. C'est une femme forte que l'on a voulu dompter. » Ces mots laissèrent derrière eux un écho grave, presque admiratif. Poirot resta un long moment silencieux, la lettre posée devant lui, les mains croisées. « Les mots des morts, dit-il enfin, sont comme des empreintes sur la poussière. Ils s'effacent vite, mais si l'on se penche, on y lit encore le passage de la vérité. » Je demeurai songeur. Croyez-vous que cette lettre suffira à comprendre ce qui s'est passé? Il sourit légèrement. Non, mon ami. Mais elle nous donne le ton juste. Voyez-vous, cette femme a écrit non pour se plaindre, mais pour prévenir. C'est là qu'elle parle le plus fort. Je suivis son regard vers la fenêtre où le soir tombait. Le lac s'assombrissait, et dans le reflet des eaux, on aurait dit que le ciel se taisait pour écouter. Poirot replia la lettre avec un soin extrême. Ce papier, Hastings, contient plus de vérité que tous les témoignages réunis. Car la vérité, parfois, ne parle qu'une fois, et c'est la dernière. Et il quitta la bibliothèque, laissant derrière lui le parfum lointain du jasmin, mêlé à celui du papier vieilli. À l'aube, le grand hôtel s'éveilla dans un tumulte étouffé. Des cris montaient du rivage, déchirant le calme du matin. En descendant les marches, je vis des silhouettes attroupées près de l'eau. Le lac, d'ordinaire si paisible, semblait retenir son souffle. Poirot, déjà sur place, observait en silence. Sur le sable humide, Rajesh Singh gisait, immobile, une main crispée sur une feuille froissée. Les traits tirés, le teint livide. Il respirait encore, faiblement. Un employé raconta qu'on l'avait trouvé peu avant l'aube, penché sur le lac, avant de s'effondrer. Le directeur s'empressait d'organiser les secours, mais Poirot ne quittait pas la lettre du regard. « Voyez, Hastings, murmura-t-il, lorsqu'un homme choisit l'aube pour mourir, ce n'est pas toujours la mort qu'il cherche. Parfois, c'est la vérité. » Le soleil se levait lentement sur le Léman, et son reflet tremblait sur l'eau, comme une réponse muette à cette scène d'une étrange douceur tragique. Dans la main du secrétaire, la lettre tenait à peine. Poirot la déplia avec un soin méticuleux. Une seule phrase, tracée d'une écriture ferme mais vacillante. Le jasmin ne fleurit pas dans la neige. Rien de plus, pas d'explication, pas d'adieu. Une énigme poétique ou un aveu de culpabilité. Autour de nous, les convives murmuraient « C'est lui, il n'a pas supporté le remords ». Poirot resta silencieux. Ses yeux brillaient d'une lueur pensive. « Remords, dites-vous » ? Non, Hastings, l'homme qui écrit cela ne se juge pas coupable, mais indigne. Il parle d'une beauté déplacée, d'une pureté qu'on a souillée. Il replia la feuille et la glissa dans sa poche avec ce respect qu'il réservait aux mots qu'il jugeait justes. Le jasmin, ajouta-t-il doucement, c'est le symbole de la loyauté. Et la neige, celle du sacrifice. Rajesh Singh fut transporté dans une chambre voisine, encore inconscient, le visage tourné vers la fenêtre ouverte. Poirot s'assit près du lit, observant longuement le malade. Son souffle était régulier, presque paisible, comme celui d'un homme qui s'abandonne à une fatigue immense. Sur la table, une médaille en cuivre usée par le temps brillait d'un éclat terne. Un souvenir, peut-être, de son pays, lointain. Poirot prit la main du blessé avec une délicatesse presque fraternelle. « Regardez, Hastings, ce n'est pas la peur qui se lit ici, c'est la honte d'un homme loyal à qui l'on a fait trahir sa propre droiture. » Je restais silencieux. Dans cette chambre, l'air semblait chargé d'un respect religieux. Poirot se leva enfin. « Il n'est pas coupable, » dit-il doucement. « Il a vu quelque chose, et l'on a exigé de lui le silence.
Il n'a pas su le supporter. Cette vérité suspendue flotta dans le silence, comme une prière inachevée. Lorsque nous ressortîmes, le lac s'étendait devant nous, lisse et clair comme un miroir d'argent. Poirot s'arrêta un instant, les mains croisées derrière le dos. « Regardez, Hastings, le reflet ne ment jamais. Il ne fait que répéter ce que l'on cache. » Je suivis son regard. Les montagnes se dessinaient dans l'eau, avec une précision troublante, plus exacte encore que dans le ciel. « C'est la nature même du mensonge, » poursuivit-il. « On croit qu'il déforme, mais il ne fait que renvoyer l'image à l'envers. » Un souffle d'air troubla la surface. Le reflet se brouilla. Poirot soupira. Voilà. Il suffit d'un rien pour perdre la vérité. Puis, il ajouta, presque pour lui-même, « Mais elle reviendra, Hastings, toujours. » Alors que nous marchions en silence le long de la jetée, Poirot s'arrêta brusquement. « Le dîner » murmura-t-il. Oui, ce soir-là, le colonel Fairfax a prononcé une phrase anodine, une seule. Je tentais de me souvenir. Des rires, des conversations légères, la robe blanche d'Anaya. Poirot reprit. Il a parlé de la vue magnifique depuis la fenêtre gauche de la chambre de sa fiancée. Mais, mon ami, comment savait-il qu'elle se trouvait à gauche? Je demeurai stupéfait. Vous pensez qu'il s'y est rendu? Poirot hocha lentement la tête. Oui, après le dîner, peut-être, ou avant, mais il y est entré. Son regard se perdit sur le lac. Ce détail, Hastings, un mot de trop, voilà la clé. Le mensonge du colonel, je le vois déjà, tremblant à la surface de cette eau. Poirot passa l'après-midi à marcher lentement sous les arbres du jardin. Je savais qu'il pensait, non pas à la mort d'Anaya, mais à la fidélité de Rajesh Singh. Cet homme, dit-il enfin, n'a pas voulu mourir, il a voulu se punir, il se croyait coupable parce qu'il n'avait pas su protéger celle qu'il servait. Je demeurais ému. Mais pourquoi taire ce qu'il savait? Poirot esquissa un sourire triste. Parce que la loyauté, Hastings, est un poison lent. Quand elle s'oppose à la vérité, elle détruit celui qui la porte. Il s'arrêta, fixant le ciel entre les branches. Le colonel a parlé, le docteur a menti, Madame de Rouvres a pleuré. Mais lui, Singh, il s'est tu. Et son silence résonne plus fort que toutes leurs paroles. Son ton, calme et bas, semblait celui d'un juge lisant une sentence invisible. Le soir, nous revînmes voir Singh. Il respirait faiblement, les paupières mi-closes. Hastings, moi-même, ne put retenir la question. Poirot, croyez-vous qu'il ait voulu mourir pour expier sa faute? Il me regarda longuement avant de répondre. Non, mon ami. Ceux qui se sentent impurs sont parfois les seuls à être restés fidèles. C'est là tout le tragique de la conscience humaine. Je baissai les yeux, incapable de parler. Poirot ajouta doucement. Il est le miroir de cette affaire, fidèle, mais brisé. Et dans ce miroir, je vois se refléter le vrai coupable. Ces mots s'évanouirent dans le murmure des vagues, comme une promesse de justice. Le lendemain, on transporta Singh dans une clinique voisine. Le lac, redevenu lisse, étincelait sous le soleil. Poirot resta un moment à contempler l'eau, immobile, les mains croisées. « Tout est en place, » dit-il enfin. Le silence, la honte et la trace du mensonge. Il ne manque plus que la lumière. Je crus lire sur son visage cette sérénité qu'il n'affichait qu'à l'approche de la vérité. « Regardez, Hastings, » ajouta-t-il. « Le lac paraît calme, mais il cache des courants puissants. Bientôt, quelque chose remontera à la surface. » Et tandis que le vent léger ridait à peine la surface de l'eau, je compris que la tempête approchait, non dehors, mais dans le cœur des vivants. 2 jours plus tard, Poirot demanda à revisiter la chambre
où Miss Chatterjee avait trouvé la mort. Le directeur hésita, puis céda, impressionné par cette politesse, implacable, que le petit Belge savait employer avec autorité. Nous entrâmes en silence. Rien n'avait changé. La chambre demeurait figée dans une tranquillité trompeuse. Le flacon brisé avait été rassemblé, les rideaux lavés, la fenêtre close. Poirot fit lentement le tour de la pièce, sans toucher à rien. Ses yeux semblaient tout mesurer, des plis du tapis aux ombres des meubles. « Il est parfois nécessaire, murmura-t-il, de faire taire le tumulte des émotions pour entendre la logique muette des objets. » Je ne répondis pas. L'air avait gardé, malgré les jours passés, cette odeur subtile de jasmin, persistante, entêtante, presque vivante. Poirot s'arrêta soudain, fixant le plancher près de la coiffeuse. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Voyez-vous, Hastings, le silence, lui aussi, laisse des traces. » Poirot se pencha sur les éclates du flacon, soigneusement rangés dans un petit sachet de verre. « Le jasmin, Hastings, dit-il, est une fragrance douce et fidèle. Mais ici, elle n'a pas été choisie pour son charme. Elle a été utilisée pour masquer. » Je fronçai les sourcils. « Masquer quoi ?» Il inspira lentement, puis poursuivit. « Un parfum naturel, plus âcre, plus tranchant. Celui d'un poison volatile. Voyez, le flacon est tombé après la mort, pas avant. On a brisé le verre pour que le parfum du jasmin se répande et couvre une autre odeur. » Je restais saisi. Mais alors, ce n'était pas un accident. Non, mon ami, c'était un calcul. Poirot referma le sachet et le posa sur la table avec une délicatesse infinie. Le meurtrier, voyez-vous, voulait que tout paraisse harmonieux, romantique. Un suicide par désespoir, un flacon de parfum, une fenêtre ouverte, l'illusion parfaite. Il se redressa, les yeux mi-clos. Mais la vérité, Hastings, n'a pas d'odeur. Poirot demanda à consulter le registre des visites médicales. Le directeur, encore nerveux, obéit. Les horaires s'alignaient comme les maillons d'une chaîne. Le docteur Keller avait quitté la salle de bal à 23 heures précises, accompagné d'un témoin. À 7 heures, la victime était encore vivante. Impossible qu'il ait pénétré dans la chambre avant minuit, conclut Poirot, et à minuit, elle ne respirait déjà plus. Il ferma le registre et s'appuya contre le bureau, pensif. L'homme est vaniteux, colérique, mais non meurtrier. Il mentait, oui, mais sur une ordonnance, non sur une vie. Je hochai la tête, soulagé. Alors son rôle s'arrête là. Poirot sourit légèrement. Chaque mensonge, mon cher Hastings, sert un but. Celui-ci n'a pas tué, mais il a brouillé le regard des autres, et c'est ainsi qu'un innocent peut être utile à un coupable. Il tourna la page avec soin, comme s'il refermait un chapitre de l'âme humaine. Dans les bureaux du concierge, Poirot demanda calmement « Combien de clés existent pour la chambre de Miss Chatterjee ?» L'homme hésita, puis répondit « 3, monsieur. Celle de la cliente, celle du service d'étage, et une 3e pour le coffre central, mais elle manque justement. » Depuis quand? Impossible à dire. Le registre n'a pas été tenu depuis 2 semaines. Poirot hocha lentement la tête. Ah, la négligence administrative, l'allié des assassins. Il fit signe au concierge de poursuivre son travail et m'entraîna dans le couloir. Une clé, Hastings, c'est une promesse. On croit qu'elle ouvre, mais elle ferme davantage. Je tentais de suivre sa pensée. Vous pensez qu'on s'en est servi cette nuit-là? Non. On l'a emprunté bien avant. Le crime, voyez-vous, se prépare toujours dans le confort du quotidien. Son ton n'était pas ironique. C'était celui d'un homme qui voyait la logique du mal se tisser avec une patience méthodique. Le lendemain, nous croisâmes
le colonel Fairfax dans le hall. Il paraissait détendu, presque trop. « Ah, monsieur Poirot, dit-il avec un sourire. Vous savez, j'ai encore cette image dans la tête. Cette fenêtre gauche, ouverte sur le lac, le soir du drame. Quelle tragédie !» Poirot s'inclina légèrement. « La fenêtre gauche, dites-vous ?»« Oui, oui, celle du côté du couloir. » Poirot inclina la tête, pensif, puis répondit d'un ton presque distrait. « Curieux, colonel, car personne, à part le personnel de l'hôtel, n'aurait pu savoir que c'était la gauche, sauf, bien sûr, quelqu'un qui s'y serait tenu. » Le colonel pâlit imperceptiblement, puis rit d'un ton forcé. « Ah, peut-être l'ai-je lu dans le journal. » Poirot s'excusa d'un geste poli, mais son regard ne quitta pas le visage du militaire. Lorsqu'il s'éloigna, il me dit simplement « Un mot de trop, Hastings. C'est souvent ainsi que le mensonge s'effondre, sous le poids d'une phrase inutile. » Nous regagnâmes notre salon. Poirot demeura debout, les bras croisés, le regard tourné vers les montagnes. « Vous vous souvenez, Hastings, de ce que je vous ai dit? La logique du cœur est la plus perfide. » Je restai silencieux. Un homme peut aimer sincèrement et tuer tout aussi sincèrement, non par haine, mais par peur, peur de perdre ce qu'il croit posséder. Il ferma les yeux un instant, puis ajouta « Le colonel Fairfax aimait l'image que Miss Chatterjee lui renvoyait de lui-même, l'homme tolérant, raffiné, au-dessus des préjugés. Mais quand elle a voulu s'affranchir, cette image s'est fissurée, et il a tué, non par passion, mais pour sauver son orgueil. » Poirot se tourna vers moi, le visage grave. « C'est cela, mon ami, les petites contradictions de la vérité. Les plus nobles sentiments peuvent cacher les plus basses motivations. » Puis il murmura, comme pour lui-même. « Et c'est toujours le cœur, Hastings, toujours le cœur qui ment le mieux. » Le grand salon de l'hôtel avait été préparé selon les instructions de Poirot. Les fauteuils se disposaient en demi-cercle, la lumière adoucie, les rideaux tirés, tout semblait prêt pour une pièce dont nul ne connaissait encore le dénouement. Madame de Rouvre, pâle et nerveuse, triturait son mouchoir brodé. Le docteur Keller feignait l'indifférence en consultant sa montre. Rajesh Singh, convalescent, se tenait à l'écart, le visage encore émacié. Quant au colonel Fairfax, il affichait un calme étudieux, celui d'un homme certain de pouvoir dominer la scène. Poirot entra sans emphase, accompagné de Hastings. Il salua chacun avec une courtoisie parfaite, puis s'assit lentement. « Mes amis, dit-il, nous allons reprendre ensemble les fils d'un drame tissé d'orgueil, de jalousie et de peur. Ce n'est pas une accusation que je vous offre, mais un miroir. » Le silence se fit. On n'entendait plus que le tic-tac discret d'une horloge. Le théâtre de la vérité pouvait commencer. Poirot parla d'abord sans hausser la voix. « Le soir du drame, dit-il, Miss Chatterjee était seule dans sa chambre. Elle attendait une lettre qui ne viendrait jamais. Quelqu'un entra, porteur d'une promesse, d'une réconciliation peut-être, mais cette visite n'apporta que la mort. Son regard se posa successivement sur chacun des visages. Le docteur Keller, non, il n'en eut pas le temps. Madame de Rouvre, elle aurait voulu la voir souffrir, mais pas la tuer. Rajesh Singh, il était trop loyal pour lever la main sur celle qu'il servait. La tension monta imperceptiblement. « Reste un homme, poursuivit Poirot, habitué à commander, sûr de sa position, convaincu que ses actes trouveraient toujours justification. » Le colonel esquissa un sourire ironique. « Vous parlez en énigme, monsieur Poirot ? » « Non, mon colonel, je parle en vérité.
Et cette vérité, vous la connaissez déjà. Elle est dans vos gestes, dans vos mots, dans cette légère crispation de votre main droite, chaque fois que j'évoque le flacon de jasmin. Un frisson parcourut l'assemblée. Soudain, un sanglot éclata. Madame de Rouvre porta les mains à son visage, incapable de contenir son émotion. « Oui, je savais, » cria-t-elle. « Je savais qu'il mentait, qu'il ne l'aimait pas vraiment, et pourtant, je ne pouvais pas le dénoncer. » Poirot la regarda sans sévérité. « Vous l'aimiez ?» dit-il doucement. Elle hocha la tête, secouée de honte. « Je l'aimais comme on aime un homme qu'on méprise, je la jalousais, cette jeune femme qui n'avait que sa beauté et son innocence pour rivaliser avec moi. » Sa voix se brisa. Je voulais qu'elle parte, qu'elle s'éloigne, mais je ne voulais pas sa mort. Un silence pesant suivit. Poirot, d'un geste presque paternel, l'invita à se rasseoir. « Votre faute, madame, n'est pas d'avoir haï, mais d'avoir gardé le silence. » Le colonel détourna les yeux, crispé, tandis que la dignité de la femme effondrée emplissait la pièce d'une vérité qu'aucun mot ne pouvait désormais effacer. Le colonel Fairfax, jusque-là immobile, se leva brusquement. « C'en est assez, cette comédie tourne au procès. » Poirot resta impassible. « Une comédie, dites-vous ? Peut-être, mais vous y jouez le rôle principal. » L'officier se raidit. « J'aimais cette femme. Je voulais l'épouser malgré tout ce que l'on disait. » Poirot hocha lentement la tête. « Oui, vous le vouliez, tant que le mariage servait vos intérêts, tant qu'elle représentait un symbole de votre noblesse morale, n'est-ce pas ?» Fairfax balbutia, pris au piège de ses propres mots. « Ce sont des mensonges. »« Alors pourquoi ?» interrompit Poirot. « Votre regard se détourne-t-il du flacon de jasmin? Vous craignez d'y revoir l'instant où votre main tremblait en le brisant ?» Un silence s'abattit. Le colonel passa la main sur son front, et pour la première fois, sa voix perdit son assurance. « Je ne voulais pas qu'elle souffre, » murmura-t-il. Poirot, calmement, répondit. « Mais elle a souffert, mon colonel, et c'est cela que vous ne supportez pas. » Poirot se leva, lentement, les mains jointes derrière le dos. « Voici ce qui s'est passé, » dit-il d'une voix claire. « Le mariage n'était qu'un calcul, une union qui vous aurait ouvert les portes d'une fortune immense. Mais Miss Chatterjee n'était pas une femme qu'on achète. Quand elle a découvert votre duplicité, elle a voulu rompre. Vous, pris de panique, avez choisi la seule arme à votre portée, le poison. Le colonel blêmit. Elle vous a convoqué ce soir-là, pensant vous convaincre de renoncer avec dignité. Vous êtes venu, le cœur partagé, entre l'orgueil et la peur. Vous avez versé le poison dans sa coupe de thé, et quand elle est tombée, vous avez brisé le flacon de jasmin pour effacer toute trace. » Il se tut un instant, puis ajouta plus bas. « Mais vous avez oublié une chose, le regard de celle qui meurt ne ment jamais. » Fairfax chancela. Aucun mot ne vint. Dans ses yeux brillait la certitude d'avoir été découvert, non par un juge, mais par sa propre conscience. Poirot posa doucement le flacon sur la table, devant lui. Le jasmin, dit-il, avait un rôle à jouer. Le poison utilisé dégageait une odeur subtile, presque sucrée, que seule une senteur plus forte pouvait masquer. Vous avez renversé ce parfum pour que la mort paraisse paisible, romantique. Vous vouliez qu'elle semble s'être abandonnée à son chagrin, non qu'elle ait été trahie. Le colonel resta muet, les traits pétrifiés. Mais le parfum, poursuivit Poirot, a trahi votre soin excessif. Un homme, Hastings, ne pense jamais à dissimuler une odeur. C'est l'instinct d'une femme ou la vanité d'un homme qui se regarde agir. Il marqua une pause, puis conclut. « Ce flacon, c'est votre signature, colonel.
le symbole même de votre crime, vouloir parfumer la laideur morale pour en faire une élégance. Autour de la table, personne n'osa respirer. La vérité venait de se poser là, légère et implacable, comme le parfum persistant du jasmin lui-même. La révélation achevée, plus un mot ne s'éleva. Le colonel, livide, s'assit lourdement, la tête dans les mains. Madame de Rouvre pleurait sans bruit. Rajesh Singh, les yeux clos, murmurait une prière dans sa langue. Poirot, lui, resta debout, immobile, presque solennel. « Il y a des crimes, dit-il enfin, qui ne se jugent pas par la loi, mais par le regard des vivants. Ce soir, messieurs, dames, nous avons vu la vérité danser, et le silence, lui, fut son dernier pas. Aucun applaudissement, aucun cri. Le grand salon demeurait figé dans une immobilité funèbre. Seul le parfum de jasmin, obstiné, flottait encore dans l'air. Souvenir entêtant d'un amour souillé, d'une beauté détruite et d'une vérité enfin mise à nu. Le salon demeurait figé. Nul ne bougeait, nul n'osait rompre cette tension suspendue. Poirot, debout, semblait peser le poids du silence, comme on pèse celui d'une vérité fragile. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva enfin, était douce, presque bienveillante. « Mes amis, dit-il, tout ici se résume à 4 choses, un parfum, une lettre, une clé et la honte. » Il fit quelques pas, mains jointes derrière le dos. Le parfum, symbole d'un amour pur qu'on a voulu corrompre. La lettre, trace d'une âme sincère. La clé, témoin d'une main coupable. Et la honte, la seule justice que le cœur humain connaisse vraiment. Ces mots se posaient lentement, chacun comme une goutte d'eau sur une pierre. « Ce crime n'est pas né de la haine, ajouta-t-il. Il est né de la peur d'être vu tel qu'on est vraiment. » Dans la salle, le colonel fixait le sol. Madame de Rouvre pleurait sans bruit. Poirot reprit calmement sa place, comme un juge fatigué qui sait que la sentence n'a plus besoin d'être prononcée. Poirot prit sur la table le flacon, désormais vide, posé là depuis la veille comme un souvenir sacré. Ce jasmin, dit-il, n'était pas un simple ornement. C'était le cœur d'Anaya Chatterjee. En Inde, cette fleur est le symbole de la fidélité et de la pureté de l'âme. Elle représente ce qui résiste à la corruption, même au sein du luxe européen où elle s'est trouvée transplantée. Il fit tourner lentement le flacon entre ses doigts, mais ici, ce parfum n'a servi à masquer la mort. Ce qui, pour elle, était un charme de vie, vous en avez fait, colonel, un instrument de mensonge. Voilà la tragédie, ce n'est pas la mort qui a souillé ce parfum, mais la main qui l'a brisé. » Il s'interrompit, pensif. Anaya croyait que la beauté pouvait être un pont entre les mondes. Vous l'avez transformée en arme. Le colonel détourna le regard, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Poirot conclut d'une voix presque triste. Le jasmin était la lumière, et vous avez voulu l'éteindre. Poirot fit signe à Rajesh Singh d'approcher. L'homme marcha lentement, affaibli, mais le regard clair. « Parlez, je vous prie, » dit Poirot doucement. La voix du secrétaire tremblait à peine. « Avant sa mort, Miss Chatterjee m'a confié ce flacon. Elle m'a dit « Il porte la lumière de Bombay. Si un jour je venais à disparaître, protège cette lumière dans le parfum. » Un frémissement parcourut l'assistance. « Je ne comprenais pas alors, » poursuivit Singh. « Je croyais qu'elle parlait d'un souvenir, d'un simple symbole, mais elle savait que quelqu'un autour d'elle n'aimait pas, mais convoitait. » Ses yeux se tournèrent vers le colonel, sans haine, seulement avec une immense tristesse. Poirot s'inclina légèrement. « Vous avez été fidèle, monsieur Singh. Vous avez gardé sa lumière, même au prix du silence. » Un instant,
Tout le monde sentit flotter dans la pièce une impression étrange, celle d'une présence douce, invisible, comme si le parfum lui-même respirait encore la mémoire de la jeune femme. Poirot reprit, sa voix redevenue tranchante. Ce n'est pas seulement la jalousie, ni l'orgueil, ni la peur du scandale. Le véritable mobile, mesdames et messieurs, était l'argent, mais sous sa forme la plus cruelle, celle de la respectabilité perdue. Il sortit une feuille pliée de sa poche. Voici une copie d'un document que Miss Chatterjee devait remettre à son notaire. Elle comptait faire don de la moitié de sa fortune à une fondation destinée à l'éducation des femmes en Inde. Un murmure parcourut la salle. Cette décision, colonel, vous l'aviez apprise par indiscrétion. Et ce soir-là, vous saviez qu'elle allait l'annoncer publiquement. Vous, un homme élevé dans le prestige, fiancé à la richesse, que seriez-vous devenu sans cela? Le colonel blêmit. Poirot le fixa sans colère. Vous ne pouviez supporter l'idée de ne plus être admiré. Alors vous avez préféré la mort à l'humiliation. Non pas la vôtre, mais la sienne. Il replia doucement la lettre. C'est le dernier secret du colonel Fairfax, l'orgueil habillé en amour. Le colonel se leva lentement, le visage ravagé. « Oui, dit-il d'une voix rauque, je l'ai fait. » Un souffle parcourut la salle. Je ne voulais pas la tuer. Je voulais seulement qu'elle m'écoute, qu'elle ait peur, qu'elle renonce à cette folie. Mais quand elle m'a dit que je ne possédais rien, ni son cœur, ni son respect, j'ai perdu la tête. Il serra les poings, le regard. Vide? Ce n'était ni l'amour, ni la chaîne. C'était la peur de ne plus être rien. Poirot demeura silencieux. Le colonel poursuivit, la voix brisée. « Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir tout, la gloire, les regards, la considération, et de sentir cela s'effondrer en une seconde. » Poirot répondit doucement. « Vous aviez tout, mon colonel, sauf la grandeur. » Le militaire se rassit, effondré. « L'orgueil, dit Poirot, est la plus vulgaire des passions lorsqu'il prétend se déguiser en amour. Et c'est toujours lui qui ruine les hommes. » Le calme revint peu à peu. Poirot, debout, regardait le flacon posé devant lui. Anaya Chatterjee, dit-il lentement, n'était pas seulement une héritière. Elle était une âme courageuse, une femme qui cherchait la liberté au milieu des convenances. Elle voulait aimer selon son cœur, non selon la fortune ou la couleur de peau. Son regard se fit plus doux. Elle a été trahie, oui, mais elle a laissé derrière elle ce parfum, qui n'est pas une odeur, mais un souvenir, le souvenir de la dignité, du pardon et d'un espoir que rien ne peut éteindre. Il marqua une pause. « Le jasmin flotte encore dans ses couloirs, » murmura-t-il, « et chaque matin, quelqu'un respire sans le savoir un peu de son courage. » Madame de Rouvre éclata de nouveau en sanglots, et Rajesh Singh s'inclina lentement, comme devant une tombe invisible. Poirot ferma les yeux un instant, puis souffla. Elle a perdu la vie, mais non la lumière. Quand tout fut terminé, Poirot sortit seul du salon. Le crépuscule étendait sur le léman une clarté dorée, calme et mélancolique. L'eau semblait immobile, mais, en profondeur, on devinait encore les remous invisibles de la tempête passée. Hastings le rejoignit. « C'est fini, Poirot. » Le détective ne répondit pas tout de suite. Il contemplait le reflet du soleil sur la surface miroitante. « Voyez-vous, mon ami, dit-il enfin, certains cœurs sont faits pour aimer, d'autres pour posséder, mais nul ne possède jamais la lumière. » Il resta là, immobile, tandis que le vent du soir effleurait les flots. Le parfum du jasmin semblait flotter encore, léger, presque irréel, dernier souffle d'une femme qui avait voulu vivre libre et d'un homme que son orgueil en avait condamné. Poirot ferma les yeux et murmura «
La vérité, Hastings, est comme cette eau, claire, profonde et cruelle, pour qui ose s'y regarder. Quelques semaines s'étaient écoulées. Le grand hôtel du lac Léman, jadis vibrant de conversation et de musique, semblait désormais désert. Les couloirs résonnaient d'un silence poli, et les valises des derniers voyageurs glissaient sans bruit sur les dalles de marbre. Poirot et moi quittâmes les lieux par une matinée d'un calme presque irréel. Le ciel, d'un bleu pâle, se reflétait dans le lac comme dans un miroir fatigué. Le directeur, embarrassé, nous salua longuement. On sentait dans ses gestes la hâte d'effacer le souvenir du scandale. Poirot, fidèle à son habitude, garda le silence. Lorsque nous franchîmes le seuil, j'eus l'impression que quelque chose restait derrière nous. Non une ombre, mais une présence, subtile et apaisée, comme si la jeune femme avait enfin trouvé le repos que la vie lui avait refusé. Sur le quai de la gare, une brise fraîche descendait des montagnes. Je fermai un instant les yeux. L'air portait encore, très légèrement, un écho du jasmin, ce parfum qui, quelques jours auparavant, emplissait tout l'hôtel comme un souffle vivant. Mais déjà il s'effaçait, remplacé par l'odeur plus banale du charbon et de la neige fondue. « C'est étrange », dis-je à demi-voix, comme les parfums meurent avant les souvenirs. Poirot se contenta d'un regard, puis monta dans le train. Je restai encore un instant sur le quai, respirant cette trace ténue d'élégance et de douleur, avant qu'elle ne disparaisse tout à fait, emportée par le vent venu du lac. Le train s'ébranla doucement, serpentant entre les collines. Je regardais défiler les prairies humides, les chalets, les arbres déjà dépouillés. Une tristesse calme m'envahit. Anaya Chatterjee m'apparut dans ma mémoire, non comme une victime, mais comme une femme fière, ardente, profondément seule. Elle n'avait cherché ni fortune, ni reconnaissance. Tout ce qu'elle voulait, c'était un amour sincère, simple, dégagé des apparences. Et c'est précisément ce que le monde lui avait refusé. Je pensais à la lettre qu'elle n'avait jamais terminée, à ces mots. Protéger la lumière dans le parfum. Peut-être, me dis-je, cette lumière n'était pas perdue. Peut-être brillait-elle encore dans le cœur de ceux qui avaient su la comprendre, ne serait-ce qu'un instant. Le soir tombait, lorsque le train atteignit la frontière. Le soleil couchant enveloppait les montagnes d'une lueur rouge et or, si pure qu'elle semblait irréelle. Poirot, les mains croisées sur sa canne, observait ce spectacle sans parler. Enfin, il murmura. « La civilisation, mon ami, n'est qu'un vernis. Mais sous le vernis, la vérité attend toujours son heure. » Je restais muet. Il n'y avait rien à ajouter. Les dernières lueurs se reflétaient sur les vitres comme sur la surface tranquille d'un lac endormi. Et dans le silence du compartiment, je crus percevoir l'espace d'un souffle, un parfum, oublié, doux, fragile, persistant comme la mémoire du jasmin. Parfois, les plus belles apparences dissimulent les blessures les plus profondes. Et vous, auriez-vous perçu, derrière un parfum de jasmin, la trace invisible d'un cœur trahi? Dites-le-moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, Kedge, pensez à l'aimer, à vous abonner et à la partager avec ceux qui aiment les mystères d'âme autant que les enquêtes d'esprit. Car certaines vérités, comme les parfums, ne s'effacent jamais vraiment. Elles flottent, légères, dans la mémoire du silence,